Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous permettre d'entrer chez vous par le truchement de la lucarne de votre poste téléviseur pour vous informer. Au sommaire de cette édition vespérale, cette séance de travail animée par le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca, à l'école paramédicale Joseph Loukabou. Cette séance de travail portait essentiellement sur les questions de santé publique. Puis, ce mardi 29 mai, l'humanité tout entière a célébré également la journée internationale des casques bleus. Enfin, nous évoquerons la question de l'islamisme en tant que courant de pensée musulman, essentiellement politique, apparu au XXe siècle. Ce courant qui est au cœur des confusions et du terrorisme dans notre monde actuel. Dans une poignée de secondes, les détails. Nous vous l'avons dit en titre, le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca, a tenu une séance de travail ce mardi matin dans la salle du 28 novembre 1958 de l'école paramédicale Jean-Joseph Loukabou. Au centre de cette séance de travail, les questions de santé publique telles que la maladie à virus Ebola. Des précisions dans ces notes de reportage d'Alfred Bangat. Une réunion de travail centrée parmi entre autres points inscrits à l'ordre du jour sur l'épidémie de la maladie à virus Ebola, déclarée par les autorités de la RDC le 8 mai dernier dans la province de l'Équateur, voisine de la cuvette Ouest. En raison des mouvements fréquents des populations et le partage des limites frontalières avec la République du Congo, les risques d'importation de cette épidémie sont énormes. Depuis 2014, jusqu'à la fin de la déclaration de l'épidémie en juin 2016, la maladie à virus Ebola a fait des ravages dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Près de 11 000 cas de décès ont été enregistrés. De nos jours, et au cours de cette année, cette épidémie a été déclarée à Likiti, en République démocratique du Congo, où l'on a dénombré 9 cas pour 2 décès au cours de cette année 2018. La mise en place d'un plan de contingence d'urgence multisectoriel et pluridisciplinaire visant à prévenir et à riposter contre la maladie s'impose. Dans ce document, il y a certaines activités que nous devons mener dans les 12 départements afin de prévenir l'Ebola. Entre autres, nous avons la sensibilisation avec l'intervention de tous les secteurs, la surveillance au niveau des frontières, le respect des mesures d'hygiène. Au niveau national, il y a une commission nationale et le point focal est le docteur Mumbouli qui est actuellement au nord du pays. Et nous pensons mettre en place une commission locale parce que maintenant il y a beaucoup de spéculation. Cette commission locale va coordonner les activités de sensibilisation. Elle sera en relation avec le point focal national. La commission va valider les supports. Nous ne voulons pas que telle structure affiche des prospectus que le ministère de la Santé n'a pas agréé. Pendant que le point focal travaille avec l'OMS dans le nord du pays, un comité départemental doit être monté. Aussi, la recrudescence des morsures par des chiens errants responsables de l'épidémie de la rage à Pointe-Noire depuis 4 ans a été également évoquée. En dernier ressort, il a été question de mener une réflexion autour des activités champêtres développées dans l'enceinte et aux abords du cimetière municipal de Mongonkamba. Le cimetière, c'est quand même un endroit où se reposent nos parents, le respect que nous avons pour les morts et le rapport que nous avons avec les esprits devrait faire de telle sorte que ce cimetière soit avant tout respecté. Je pense que tout cela procède un peu de la profanation. Il faut lire les mots, c'est de la profanation. Nous restons dans ce registre de la santé avec le docteur Michel Mankou, chef de service maladies infectieuses et parasitaires
de l'hôpital général Adolphe Cissé qui nous parle de la pandémie d'Ebola. Origine, mode de prévention et autres dispositions à prendre le cas échéant. Il est au micro de Saint-Cyr Modeste, Mafuta Paris. Donc c'est une maladie virale, aiguë, sévère, systémique, qui associe une fièvre avec un syndrome hémorragique diffus. Et donc je sais que dans un premier temps, le diagnostic est un peu difficile à porter, mais comme nous sommes des cliniciens, il faudrait que, évidemment, parce que les premiers cas, c'est à nous de les détecter, évidemment qu'il faut que dans un premier temps que les collègues médecins sachent donner l'alerte dès la détection du premier cas. Parce que sachez-le déjà que c'est une pathologie dont on peut relever au moins 4 notions essentielles. C'est une maladie à déclaration obligatoire, c'est-à-dire que dès que le médecin constate qu'il y a un malade qui a la fièvre, qui saigne de partout, il doit être en mesure de déclarer ça aux autorités sanitaires compétentes pour qu'on prenne déjà des mesures. Et puis, c'est aussi une maladie qui a une haute potentialité épidémique. Et donc, avec beaucoup plus d'atteinte des soignants, c'est pour ça qu'on appelle ça une infection nosocomiale. Cette potentialité est très très élevée. Et puis, une troisième notion, c'est une maladie qui est très sévère, qui tue beaucoup. Et une quatrième notion aussi, on peut parler. Actuellement, il y a quand même le vaccin. Depuis l'épidémie très très importante qui s'est passée en Afrique de l'Ouest là-bas, on a maintenant quand même un vaccin. Mais sinon, il n'y a pas de traitement curatif. On n'en guérit pas. C'est un vaccin qui est préventif. C'est-à-dire qu'on vaccine et puis plus ou moins immunisé contre la maladie. C'est un vaccin, disons-le, un vaccin qui vient d'arriver. Bon, on ne connaît pas le taux de protection, mais je pense que le taux de protection doit être assez élevé pour qu'on puisse mettre ça en valeur. C'est une pathologie qui est très très grave, mais on ne va pas s'alarmer. Pour l'instant, on est déjà sensibilisé qu'il y a une pathologie qui sévit à nos frontières et pour le personnel médical, en tout cas, qui est le personnel médical qui est le plus concerné, on va encore lancer les séances de sensibilisation pour que, dès que le premier cas est détecté, qu'on puisse prendre des mesures au niveau de la population qui, je pense bien, sera très bien protégée parce que nous y veillons. Eh bien, c'était là le docteur Michel Mancou, chef de service de maladies infectieuses et parasitaires de l'hôpital général Adolphe Cissé autour de la maladie à virus Ebola. Nous quittons le domaine de la santé pour celui des collectivités locales avec cette dépêche du conseil municipal et départemental de Pointe-Noire. Séance plénière. Ce mardi 29 mai, au conseil municipal, les distingués conseillers ont examiné et approuvé le projet de compte-rendu de la séance plénière du jeudi 24 mai avec un léger amendement. Les distingués conseillers ont aussi examiné le rapport de la commission ad hoc économie, finances, administrative et juridique relatif à 4 projets de délibération. Ce rapport a été adopté à l'unanimité par les distingués conseillers. Autre chose à présent, nous l'avons dit en titre, c'est ce mardi 29 mai que l'humanité tout entière a célébré également la journée internationale des casques bleus. Rôle, mission, implication dans le monde avec Lucie et France Bouma. La force de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies, couramment casque bleu en référence à la couleur bleue de leur casque, est une force militaire ayant pour rôle le maintien ou le rétablissement de la paix et de la sécurité internationale, sur ordre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ainsi, elle a été envoyée dans plusieurs zones de conflit pour protéger la population civile ou encore servir de force d'interposition. Cette force ne constitue pas une armée des Nations Unies, les casques bleus étant principalement des militaires prêtés par des pays membres de l'ONU et dans certains cas des civils œuvrant dans la police ou l'administration.
Dans certains cas, cette action de maintien de la paix peut être confiée à une organisation internationale non affiliée au système des Nations Unies ou encore à une coalition d'États. Ainsi, le Conseil de sécurité a donné plusieurs reprises mandat à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, ou à la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEDEAO, à travers l'Economic Community of West African States Seas for Monitoring Group ECOMOG. Les casques bleus peuvent être chargés de surveiller l'application d'un cessez-le-feu, de désarmer et de démobiliser les combattants, de protéger les populations civiles, de faire du maintien de l'ordre, de former une police locale, de déminer, de protéger les réfugiés, d'assurer le maintien des droits de l'homme. Suivant le mandat donné par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ces rôles peuvent être combinés. Les forces de maintien de la paix sont organisées depuis 1992 par le département des opérations de maintien de la paix. La première force de maintien de la paix de l'ONU fut envoyée en 1948 pour mission de surveiller la trêve de la guerre arabo-israélienne. Cette force n'était pas armée et n'était là qu'en tant qu'observateur. La première intervention armée eut lieu en 1956 lors de la crise du canal de Suez. Elle fut créée à la suite d'une résolution présentée à l'Assemblée générale des Nations unies par le ministre canadien des Affaires étrangères Lester Bowles Pearson. La limitation de l'usage de la force des casques bleus à des fins de légitime défense uniquement. Revenons chez nous pour parler du registre des travaux publics. Voici 4 mois déjà depuis que les travaux de construction du marché de Mbota dans le 4e arrondissement Luandjili sont exécutés. Il y a quelques mois, ces travaux ont été totalement arrêtés. Les vendeurs du dit marché qui ont investi de l'argent à l'entrepreneur ne savent plus à quel sein se vouer. Pourquoi cet arrêt total? Les éléments de réponse dans ce reportage de Leslie Luzolo, rendu par Nadine Jo Lokate. Bloqués par les intempéries, les travaux de réaménagement de l'avenue Jean-Félix Tikaya, lancés par la mairie de Pointe-Noire depuis le 18 mars de l'année en cours, connaît une progression estimée à 90% selon l'équipe des voiries urbaines. Finisher, rouleau cylindrique, chargeur, niveleuse, poquelin, rouleau à punais, tout le matériel de mise en œuvre est fonctionnel pour la réussite de ces travaux afin de permettre d'ici peu aux populations de la ville de Pointe-Noire de bénéficier de cette route. Long de 415 mètres, la réparation de cette avenue dans les normes qui autrefois a été la source des désagréments sera un offre de soulagement pour les usagers de la route. Exécutés sur l'avenue Jean-Félix Tikaya, ces travaux ne concernent que le tronçon Château d'Eau jusqu'à l'avenue Timbama. Après l'étape de la couche déroulement, viendra l'étape finale, l'enrobé de la couche de bitume. Pour les responsables, cette route pourrait être accessible aux usagers de la route d'ici la semaine prochaine. Voilà, notre régisseur est allé très vite en besogne. Nous parlions des travaux de construction du marché de Mbota. Pourquoi un arrêt total à un certain moment? Les éléments de réponse dans ce reportage de Leslie Luzolo, rendu, disais-je, par Nadine Jo Lokate. Les travaux de construction du marché de Mbota dans le 4e arrondissement Luandjili ont démarré il y a de cela 4 ans. Exécuté par la société Congo Béton, l'entrepreneur a été sollicité par le comité du dit marché qui avait mené toutes les démarches administratives possibles pour l'autorisation de construire. C'est finalement le 20 février 2009 qu'un avis favorable de la mairie a été émis et bien entendu l'autorisation de placement du marché. Saisi à son tour, le ministère de l'Aménagement, de l'Urbanisme, de la Construction, de la Gestion foncière et des Transports a affecté des techniciens sur le terrain pour la délimitation. Un plan de construction établi, Congo Béton s'est vu obligé de trouver un compromis avec ceux qui étaient dans le besoin. Un devis d'un montant de 339 78 000 francs CFA pour la construction du marché et des boutiques remboursables par échéance en raison de 150 000 francs CFA pour une table ou un étal et 2 500 000 francs CFA pour la boutique.
À ce jour, 216 étals sont déjà disponibles et quelques boutiques pour tous ceux qui ont fini avec les versements. N'ayant pas investi financièrement dans la construction de ce marché et puisque domanial, c'est seulement après la fin de la construction et lorsque les commerçants occuperont les étals et boutiques que la mairie prélèvera les taxes qui lui sont dues. Malheureusement, après avoir exécuté les travaux à 35% et avant de livrer la toute première partie, Congo Béton a reçu un ordre de la mairie de Pointe-Noire d'arrêter les dits travaux. Ordre soutenu par l'article 18 et 38 du décret 91-460 du 20 mai 1991. À cette étape des travaux et pour le respect des accords avec les vendeurs qui comptaient démarrer leurs activités d'ici peu, l'entrepreneur qui s'étonne de la note se plaint de ce que l'administration ne soit pas une continuité en République du Congo, sachant qu'il avait religieusement respecté toutes les étapes avant de se lancer dans ce projet. Restons en société pour rappeler qu'il y a eu grogne lundi dernier du côté de Vindoulou chez les travailleurs de Sokofran. Grogne lié à 3 mois de salaire impayé. Images et commentaires. C'est un spectacle à simple vue d'œil dans la capitale économique de notre pays, celui des remous sociaux dans certaines entreprises. C'est la résultante de la crise économique où beaucoup de sociétés sont en difficulté financière et se retrouvent dans l'impossibilité de payer leurs employés. C'est le cas de Sokofran, où les employés du site de Vindoulou se retrouvent avec 3 mois de salaire impayés. Vraiment, si vous avez vu les travailleurs dehors, c'est parce qu'il y a un problème de salaire. Ça fait 3 mois qu'on ne paye pas les travailleurs, mais les travailleurs ont le droit de revendiquer les droits. Il y a eu des chantiers qu'on a payés et il y a des chantiers qu'on n'a pas payés. Et ça n'a pas vraiment fait du tout bien chez les autres. C'est parce que nous tous on fait le même boulot. L'intégration des travailleurs qui ont déjà 10 ans, ils sont temporaires, il y a aussi des congés, beaucoup de choses vraiment, tout un tas de choses. On ne peut même pas. Aujourd'hui, le problème qui s'occupe, qui est la préoccupation ici, c'est d'abord les salaires. Par rapport au travail qu'on fournit au sein de la société, c'est d'abord les salaires et le reste, on verra après. Pour pallier à cette situation, les dirigeants de l'entreprise proposent le paiement de 45% du salaire aux employés. Mais ceux-ci ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont proposé que non, on va nous libérer au moins des 45%, mais pour 45%. Ça va même marcher, il y a les hôpitaux, il y a les écoles, il y a le loyer là. Le salaire étant la résultante d'un travail fourni, il est du ressort de l'employeur d'en assurer le paiement mensuel. Comme le dit le dicton, l'ouvrier mérite son salaire. Un énième cas d'infanticide dans la ville océane. Un nouveau-né a été retrouvé sans vie dans l'une des canalisations de l'avenue des Malouangou dans le 4e arrondissement Luandjili. Les notes de reportage de Saint-Cyr-Modeste, Mafuta Paris. C'est dans le 4e arrondissement Luandjili qu'a été constaté un crime odieux commis par une mère entre la rue Bolomo et l'impasse Laki dans l'avenue des Malouangou. Interpellés par les passants le long de cette avenue, les habitants des parcelles avoisinantes ont découvert avec tristesse dans une canalisation le corps inerte d'un nouveau-né abandonné par sa génitrice. Autour, les populations ont manifestement fait montre de leur amertume. Les faits sont relatés par ce dernier. J'étais surpris, c'est les passants qui étaient un peu curieux là. Ils ont vu ça rentrer dans la parcelle, ils nous ont demandé, il y a un corps qu'on a découvert dans votre caniveau. Donc on est sorti. On l'a vérifié et effectivement ils avaient attaché, ils ont emballé sous des chassés, tout ça. C'est vraiment regrettable, c'est pitoyable. Là, je ne sais même pas quoi ajouter. C'est amer. Disons qu'on est alerté, mais le truc est là, je pense bien depuis les 4 heures. Le matin, on s'est réveillé, on a vu le chassé, mais on n'avait pas fait le cas. J'ai essayé de prendre une barre de fer, là j'ai ouvert avec et effectivement il y avait un bébé à l'intérieur. C'est regrettable. Ces cas d'infanticide à répétition dans la ville océane ont fait réagir un citoyen qui par la suite a lancé un appel à l'endroit des différents couples et les autorités compétentes en ces termes. Franchement, c'est avec beaucoup de désolation que nous constatons ce genre d'actes. C'est des actes de vandalisme, c'est vraiment un crime. Les enfants, c'est un don de Dieu. Et moi, je pense que avoir une grossesse, c'est une bénédiction. Avoir les enfants, c'est aussi une bénédiction. Jeter les enfants dans le caniveau comme ça, vraiment, c'est très regrettable.
Et ces acteurs coupables de ce genre d'actes sont punis, même devant la loi, même devant Dieu. Un innocent comme ça qui arrive, vous le jetez dans le caniveau. Moi, je pense qu'il y a des mesures pour pouvoir, n'est-ce pas, nourrir les enfants. Et il y a des orphelinats où on peut aller déposer les enfants de façon qu'on puisse, n'est-ce pas, les entretenir. Il y a des églises où on élève des enfants abandonnés. Que de venir jeter un enfant dans un caniveau comme ça. Et je regrette. Et je dirais, j'attire l'attention à toutes les femmes. Et j'attire l'attention à tous les hommes qui se permettent d'engrossir les jeunes filles et constater ce genre d'acte. Parfois, elle était abandonnée à elle-même, elle n'avait pas de soutien, ou il y a eu refus de grossesse, raison pour laquelle, asphyxiée, elle était donc dans l'obligation de venir abandonner l'enfant dans le caniveau. Et là où on vient de déposer l'enfant, c'est vraiment un regret pour la population. La vigilance des parents à l'endroit de leur progéniture serait salvatrice pour prévenir ces cas d'abandon d'enfants à répétition dans la capitale économique de notre pays. Retournons du côté de Vindoulou, précisément dans les cimetières où notre équipe de reportage a été surpris de voir des moustiquaires sur des tombes, ce qui n'a pas manqué de susciter une série d'interrogations. C'est ceci, est-ce pour lutter contre les déterreurs, est-ce pour protéger les herbes de fleurs? En tout cas, les éléments de réponse dans ce reportage de Diane Fidélis Banza. Un silence de marbre, des gerbes de fleurs éparpillées un peu partout au sol et sur les tombes. Nous sommes à Vindoulou, au cimetière municipal de Pointe-Noire. Ici, depuis un certain temps, on découvre un décor spécial hors du commun. Des pierres tombales enveloppées dans des moustiquaires. On croirait à une protection contre les moustiques. Erreur. C'est plutôt pour stabiliser les bouquets de fleurs posés par les parents, amis ou connaissances, pour que ces derniers ne s'envolent pas. On met des moustiquaires, il y a des moments, il y a la pluie qui est un peu fort là, ça enlève un peu de fleurs, donc on est en train de mettre un peu l'ordre pour protéger ça, ça puisse être propre. On protège ça pour mettre un peu de moustiquaires, ça puisse être un peu ordonné. C'est depuis même 2008-2009, on est en train de faire ça beaucoup. Même à Brazzaville, Dolisie, partout, tout le Congo. Ce décor n'embellit pas du tout les cimetières, a déclaré hors micro un citoyen. Avec les pluies, le vent, le froid, la poussière et surtout la poussée rapide des herbes, ces moustiquaires sont exposés à la destruction. Il faudra également noter qu'avec le temps, et si toute la population adoptait ces stratégies de protection, soi-disant utilisées dans certains cimetières des départements du Congo, nos cimetières ressembleraient à une poubelle de chiffon de moustiquaires désuète. Et si on parlait des transports en commun pour signifier que le contrôle technique ne semble pas préoccuper les usagers de la route de la ville océane. C'est un constat de Saint-Cyr Modeste Mafouta Paris. Les automobilistes de la ville océane, à savoir les taxis, les bus, les minibus et autres, ne répondent pas très souvent au contrôle technique de leurs véhicules. Cette attitude des conducteurs est très souvent un mal qui peut être un désagrément pour les propriétaires de véhicules et leurs conducteurs. Pourquoi cette attitude démissionnaire des conducteurs? Concernant la fréquentation n'est pas vraiment aussi grande de la part des automobilistes, des chauffeurs taxi. Ils viennent quand il y a la police derrière eux, ou bien quand ils ont été appréhendés par la police, ils ont payé un pot de vin. À ce moment-là, ils viennent pour s'acquitter de leurs droits techniques. Mais constamment, ils viennent difficilement et rarement quand même. D'une manière lapidaire, je dirais peut-être à 40%. À 40%, les particuliers ou bien, disons les automobilistes viennent passer leur contrôle technique. À 40%. Certains réagissent favorablement au contrôle technique. Question d'être et de se rassurer du bon fonctionnement de leurs moyens roulants, a dit un tenancier. Les automobilistes devraient normalement se conformer au contrôle technique parce que non seulement ça les rassure du point de vue de l'état de leur véhicule et ça les protège aussi parce que ils sont dans les moyens roulants et ils ne savent pas l'état de leur véhicule. Donc c'est vraiment, ils sont, comme on dit, pas en sécurité. Ils ne sont pas en sécurité, donc il serait souhaitable
que ces automobilistes prennent à cœur le contrôle technique pour se rassurer et aussi pour connaître l'état de leur véhicule. C'est catégorisé, hein, c'est catégorisé. Je prendrais pour les taxis-bus, c'est 3 mois. Donc chaque 3 mois après, ils doivent venir renouveler leur contrôle technique. Donc venir faire passer leur contrôle technique. Et pour les particuliers, c'est 1 année. Ils payent pour 1 année. Mais toutefois, pour les usagers, 1 année, ils peuvent repasser quand ils sentent le besoin de faire un diagnostic de leur voiture. Ainsi, les conducteurs, dans leur ensemble, devraient s'inscrire favorablement à la vérification stricte du système de freinage, des amortisseurs et des roues de véhicules qui circulent sur le réseau routier Pont-Tenegrin, cela pour la sécurité des uns et des autres. Parlons de l'assainissement de la ville avec la majorité des bacs à ordures ou poubelles publiques de la société d'assainissement Averda, placés le long des grandes artères de la ville de Pointe-Noire qui sont grandes ouvertes, ce qui expose les populations aux ordures nauséabondes qui échappent quand ils sont remplis. L'on se pose la question de savoir quel est l'impact de ces odeurs sur la santé. Reportage. Les bacs à ordures d'Averda restent ouverts tout les temps, jusqu'au moment où ils sont vidés. Ces bacs laissent ainsi échapper des odeurs nauséabondes qui obligent souvent les passants à se boucher les nez ou à passer loin d'eux. Actifs dans le curage des caniveaux, l'assainissement des chaussées et le nettoyage des voies. Malheureusement, ces poubelles publiques, constat fait, manquent de couvercles. Les odeurs qui s'y échappent inquiètent les populations qui craignent pour leur santé. Un citoyen manifeste son anxiété par rapport à ces odeurs. C'est un bon projet, mais par rapport à l'odeur, maintenant, il y a des trucs qui sont pourris, on met dans les poubelles, alors ça dégage partout. Tu sais que ça rend malade aux gens. Si aujourd'hui, nous subissons beaucoup de la maladie, par exemple, la fièvre typhoïde, c'est dû en fait aux odeurs et à la saleté qui est en train d'entraver toute notre ville côtière. Le remplacement ou le placement des couvercles sera salvatrice pour qu'ils contiennent les odeurs. Le soin des citoyens est le suivant. Le Ferda peut faire un effort de mettre des couvercles partout. Là, on devrait être un peu satisfait. Ce qui est un peu déplorable, c'est que c'est des poubelles qui devaient en fait avoir des couvercles dans le but que ces odeurs nauséabondes-là ne puissent pas affecter ou infecter les gens, les passants. Les odeurs nauséabondes dégagées par les bacs à ordures seraient susceptibles de causer des maladies. Les couvercles seront les bienvenus pour pallier à ce désagrément causé à l'endroit des populations. Une dose de religion dans cette édition vespérale. Le pasteur visionnaire Barthélemy Samba et ses fidèles de l'église Les Sarments de Christ Mission Dorcas ont célébré un culte couplé à la cérémonie du cœur et d'amour à l'endroit des personnes démunies du 3e âge du quartier 315 Mpaka, kilomètre 8. C'était dimanche dernier, 27 mai 2018. Images et commentaires. Un jour, dimanche 27 mai 2018, un lieu, quartier 315, Mpaka, kilomètre 8, des invités, le représentant du maire de l'arrondissement 3-Tietier, Éric Bizongo, le président du quartier 315 et les personnes du 3e âge démunies. Chants et fidèles en liesse, c'est dans cette ambiance que le pasteur visionnaire Barthélemy Samba de l'église Les Sarments de Christ Mission Dorcas a célébré un culte sous le thème « La foi par les œuvres ». L'amour du prochain et la mission de l'Église étaient au centre de son message et ce dernier s'est appuyé sur l'épître de Jacques au verset 27. Il s'occupait beaucoup des veuves, des orphelins, Dorcas. Et un jour, la mort va le surprendre. Pierre est venu, il a vu que Dorcas était décédé, était mort. La parole de Dieu nous dit que les gens brandissaient tout ce que Dorcas leur donnait. Des vêtements par ici, des papiers certainement, des choses par ici. Ah, Tata Pierre. Toujours dans l'épître de Jacques, il a ajouté ceci. Dans Jacques, le chapitre 2, le verset 14 à 18, écoutez bien cette parole. Jacques,
le chapitre 2, le verset 14 à 18. Il nous dit ceci: mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas des œuvres? De dire qu'il a la foi s'il n'a pas des œuvres. La foi peut-elle la sauver? Amen. Moi j'ai la foi en Christ. Moi je prêche la bonne nouvelle. Moi j'ai la foi en Christ. Mais les œuvres. Tu as des gens dans l'église qui souffrent. Et toi tu es là à construire des étages, à faire ceci pour ton bien. Si un frère, nous continuons. Si un frère, nous sommes là au verset je pense 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi avec mes œuvres. Après le culte, le pasteur visionnaire a remis les documents d'exercice et de reconnaissance de son église aux représentants de l'administrateur maire de Tiétié. Et pour faire corps à la vertu de la foi par les œuvres, les personnes du troisième âge démunies ont reçu des vivres alimentaires et vêtements pour hommes et femmes. Un bénéficiaire ne s'est pas empêché de monter à l'autel pour dire merci aux donateurs. Au rez-de-chaussée de cette édition vespérale, les relations internationales avec l'islamisme en tant que courant de pensée musulman, essentiellement politique, apparu au XXe siècle, ce courant de pensée qui est au cœur de nombreuses confusions et du terrorisme dans le monde actuel. Images et commentaires. Les actions des extrémistes islamistes sèment la confusion et la terreur dans notre monde actuel. En effet, la confusion est entretenue du fait que ces extrémistes islamistes qui manient le levier du terrorisme pour faire passer leur message le font au nom d'une religion qui serait l'islam et d'un Dieu qui serait Allah. D'ailleurs, pour ces extrémistes, le djihad serait une lutte recommandée par Allah, une guerre sainte pour propager ou défendre l'islam, mais aussi se débarrasser de tous les mécréants, en d'autres termes, ceux qui ne sont pas musulmans. Qu'il soit entendu que pour l'islamologue Bruno Etienne, l'acception actuelle du mot, qu'il est aussi possible d'appeler islamisme radical, peut se résumer comme l'utilisation politique des thèmes musulmans mobilisés en réaction à l'occidentalisation considérée comme agressive à l'égard de l'identité arabo-musulmane. L'islamisme est donc un courant de pensée musulman, essentiellement politique, apparu au XXe siècle. Ainsi, les attentats du 11 septembre contre les tours jumelles de New York, les lycéennes du Nigeria kidnappées, les multiples attentats en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne, sont les signes patents de cet islamisme radical. On ne saurait sacrifier des vies humaines au nom d'une quelconque religion. Voilà pourquoi les pays occidentaux, ainsi que tous ceux qui sont épris de paix et de justice, se sont coalisés pour lutter contre le terrorisme pratiqué par l'État islamique et ses dérivés. Voilà, vous avez certainement aimé, mais à un début convient une fin. C'est donc le point final de cette édition vespérale. J'aurai le noble devoir de vous retrouver à une autre occasion, toujours, mais alors toujours, comme vous le savez, avec le même zèle apostolique.